Le petit garçon était figé sur le trottoir, son gant de baseball pendait à sa main et la balle qu'il avait lancée roulait doucement à ses pieds, oublié. À une trentaine de mètres devant lui, bloquant son chemin vers la maison, se tenait le plus grand chien qu'il ait jamais vu. Immense, noir comme la nuit, avec des yeux si lumineux qu'il semblait capter la lumière du soleil couchant. « Va-t'en » murmura Nate Holloway, 8 ans, la voix tremblante. « Va-t'en, sale chien !» Ses petits poings se serrèrent à ses côtés, les épaules tendues, prêts à fuir ou à se battre, même s'il savait très bien qu'il n'aurait ni la force ni la vitesse pour faire l'un ou l'autre. Le chien incline la tête, comme s'il étudiait l'enfant avec une étrange attention. Puis, contre toute attente, il fit quelque chose qui glaça Nat jusqu'aux os. Il ne grogna pas, il ne montra pas les dents, il ne bondit pas. À la place, l'animal abaissa lentement son gigantesque corps au sol, roula sur le dos et poussa un gémissement si douloureusement familier que Nat sentit le monde basculer sous ses pieds. Ses yeux. Il connaissait ses yeux. C'est à Fairview, Montana, que tout avait commencé. Une petite ville nichée entre des collines couvertes de pins et les premières pentes de la forêt nationale de Deepwood. Un endroit où les secrets n'avaient pas le temps d'exister, car vos voisins les découvraient avant vous. 3000 habitants, une école, une église, 2 cafés et une animalerie. La famille Holloway vivait ici depuis 3 générations, dans une grande maison coloniale blanche bordée d'un jardin qui s'ouvrait sur la lisière de la forêt. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché, et n'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Dites-nous aussi depuis quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Nate Holloway était connu de tous à Fairview. Pas seulement parce qu'il avait hérité du sourire en coin de son père ou des fossettes de sa mère, mais surtout parce qu'il était le garçon avec le chien noir. À 6 ans, il avait reçu pour son anniversaire une chienne terre-neuve, une boule de poils géante qu'il avait appelée Luna. Dès cet instant, ils étaient devenus inséparables. Là où il allait, elle le suivait, que ce soit en marchant prudemment derrière le bus scolaire ou en dormant au pied de son lit chaque nuit. Elle l'attendait patiemment chaque après-midi, au coin de la rue, comme si elle connaissait l'itinéraire exact du bus. Claire Holloway, sa mère, enseignait à l'école primaire du coin. Une femme douce, attentive, toujours les mains occupées à réparer, ranger ou consoler. C'était elle qui avait eu l'idée d'adopter un chien pour aider Nate à sortir de sa timidité. Son mari Daniel était garde forestier depuis 12 ans. Un homme droit, passionné par la nature, aimé et respecté dans toute la région. Ensemble, ils avaient bâti un foyer chaleureux, calme, rassurant. Et Luna en était devenue un pilier. C'est le vétérinaire de la ville, le docteur Adams, qui avait pris soin de Luna dès le début. Dans sa petite clinique sur Jefferson Avenue, il soignait aussi bien les chiens que les chèvres des fermes voisines. Un homme affable, toujours prêt à offrir une friandise à ses patients à 4 pattes et un sourire à leur maître. « Elle est spéciale, cette chienne », avait-il dit à Claire un jour en posant son stéthoscope. « Je n'ai jamais vu une terre-neuve aussi intelligente. » Et puis, il y avait le shérif Warren, vieil ami de Daniel, qui passait plus de temps à retrouver des campeurs perdus qu'à résoudre des crimes. Et Madame Richter, la voisine des Holloway depuis 2 décennies, âgée de 78 ans. Presque aveugle mais capable de sentir les ennuis avant qu'ils ne se manifestent. Depuis sa chaise à bascule, sur son porche, elle observait tout Fairview comme une sentinelle. Aucun d'eux n'aurait pu deviner à quel point leur vie serait bouleversée par la disparition d'un chien. C'était un samedi d'août. L'air sentait les pins et la promesse de l'automne. Daniel avait proposé une randonnée familiale dans les sentiers est de Deepwood. « Luna a besoin de se dépenser », avait-il dit en servant le café. La chienne, entendant son nom, avait dressé les oreilles. Nate, déjà en train d'avaler ses céréales, avait bondi de joie. Claire avait préparé des sandwichs, du mélange de fruits secs, rempli les gourdes pendant que Daniel vérifiait la carte des sentiers. Nate, sérieux comme un ministre, avait été chargé de la laisse. Il en avait fait une mission solennelle. « Elle t'écoute mieux que nous tous », avait dit Claire en souriant, des mots qu'elle regretterait plus tard. Le sentier qu'ils avaient choisi serpentait à travers des clairières ensoleillées et des tronçons de forêt dense. Daniel repérait des traces d'animaux, Claire nommait les fleurs sauvages, Nate marchait fièrement, la laisse dans la main, Luna trottant à ses côtés avec la grâce, tranquille, propre à sa race. Après 3 kilomètres, il s'était arrêté pour pique-niquer dans une clairière baignée de lumière. Luna s'était allongée au pied de Nat, acceptant volontiers les croûtes de sandwich. Claire s'en souviendrait toujours comme du dernier moment parfait. Le bruit éclata sans prévenir. Une détonation sourde, un craquement sec comme un tonnerre fit trembler les pins. Plus tard, ils apprendraient qu'il s'agissait d'une explosion contrôlée, destinée à dégager un éboulement de l'autre côté de la montagne. Mais dans l'instant, ce fut un coup de tonnerre venu de nulle part. Luna se redressa d'un bond, les poils hérissés.
Elle grogna, puis tira brutalement sur sa laisse. La panique, brutale, incontrôlable. Nate s'accrocha. Il essaiera plus tard d'expliquer, les larmes aux yeux. « J'ai essayé, papa. J'ai tenu fort. » Mais qu'aurait pu faire un garçon de 6 ans face à 100 kilos de frayeur canine? La laisse lui brûla les mains. Il hurla. Luna disparut dans les fourrés, la laisse traînant derrière elle comme une bannière de défaite. Les 4 heures suivantes furent une errance désespérée. Daniel appelait à travers les bois, la voix de Claire se brisait sous l'angoisse. Ils se séparèrent, se perdirent d'un presque, finirent par appeler le shérif Warren. À la nuit tombée, une douzaine d'habitants s'étaient joints à la recherche, lampe torche à la main, hurlant le nom de Luna dans l'obscurité. Nate, épuisé, les joues trempées de larmes, fut hissé sur les épaules de son père. « On reviendra à l'aube », promit le shérif en posant une main lourde sur l'épaule de Daniel. « Les chiens se perdent, mais ils reviennent. Elle connaît cette forêt. » Mais Luna ne revint pas. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. La recherche s'étendit, puis elle se réduisit, puis elle s'éteignit, doucement, jusqu'à ne plus être menée que par 3 silhouettes obstinées. Claire, Daniel et Nate Holloway. Claire plaçarda des affiches dans Fairview et dans les villes voisines. Daniel, dès qu'il ne travaillait pas, arpentait les sous-bois, les sentiers, les ravins, appelant encore et encore le nom de la chienne. Nate, lui, chaque soir à la même heure, s'asseyait sur le porche arrière, les jambes repliées contre sa poitrine, et criait dans l'air tombant « Luna !» Sa voix devenait plus douce, plus brisée au fil des semaines. Le docteur Adams passait souvent, sous prétexte d'apporter des nouvelles ou de vérifier si Daniel avait aperçu des traces. Il ne venait jamais les mains vides. Un sac de croquettes, une pommade pour les plaies de Nate, un mot rassurant. « Les terres-neuves sont robustes », affirmait-il. Elle a le pelage pour supporter l'hiver et les instincts pour chasser si besoin. Si quelqu'un peut survivre dans la forêt, c'est elle. Mais au bout de 3 mois, Claire commença à murmurer l'indicible, qu'il fallait peut-être envisager que Luna ne reviendrait pas. Daniel fut le dernier à céder. Il avait continué de porter chaque jour, dans la poche de son manteau, l'ancienne balle de tennis de la chienne, usée, baveuse, mais précieuse. Puis un jour, il oublia, et ne la reprit jamais. Seul Nat s'accrochait encore, de toutes ses forces. Il refusait de fermer sa fenêtre le soir, même pendant les nuits glacées de novembre. Comme ça, elle pourra sentir notre odeur et retrouver le chemin, expliquait-il. C'était devenu un rituel, un acte de foi silencieux, mais cette foi lui coûtait cher. Le garçon, autrefois joyeux, bavard, curieux, s'était refermé sur lui-même. Il sursautait au moindre aboiement. Il changeait de trottoir pour éviter les chiens derrière les clôtures. Il avait refusé une invitation à une fête d'anniversaire parce que les parents de son camarade avaient un berger allemand. À 7 ans et demi, Nate Holloway n'était plus le garçon avec le chien noir. Il était devenu celui qui avait peur. Un soir d'hiver, alors que Claire lui bordait son lit, il murmura dans la pénombre « C'est ma faute, j'ai pas été assez fort, j'ai pas pu la retenir ». Sa mère posa une main sur sa joue. « Ce n'est pas vrai, mon cœur, ce n'est pas ta faute ». Mais les mots ne suffisaient plus. Les blessures dans les paumes du garçon avaient cicatrisé depuis longtemps. Mais celles dans son cœur, elles, restaient ouvertes. Et puis des choses étranges commencèrent à se produire. D'abord des détails anodins, faciles à ignorer. La moustiquaire de la chambre de Nate, celle qu'il laissait ouverte chaque nuit, avait été repoussée vers l'extérieur, comme si quelque chose l'avait poussée de l'intérieur. Claire trouva un matin de la boue séchée sur le rebord de la fenêtre. Quelques jours plus tard, des traces de pattes apparurent sur le porche arrière, trop grandes pour appartenir à un chat, mais pas nettes au point d'être formellement identifiables. Daniel tomba un matin sur des touffes de poils noirs coincées dans les branches basses du pin derrière la maison. « Un ours !» dit-il. Mais sa voix manquait de conviction. Les ours, à Fairview, n'approchaient pas si près, et encore moins plusieurs fois, en silence. Madame Richter, depuis sa chaise sur son porche, avait tout vu. « Il y a quelque chose qui rôde autour de chez vous », annonça-t-elle un matin à Claire en récupérant son courrier. « Quelque chose de gros, ça tourne, ça vous observe. » Claire aurait pu croire à une lubie de vieille dame solitaire, mais elle-même avait entendu 2 fois un bruit de grattement contre le mur de la maison, la nuit, vers 3 heures du matin. Chaque fois, elle avait réveillé Daniel, et chaque fois, quand il sortait avec sa lampe torche, il ne trouvait rien. Le silence, l'obscurité. Ils décidèrent de ne rien dire à Nat. Il allait mieux, doucement. Il avait accepté de donner les gamelles de Luna au refuge pour animaux, il dormait plus sereinement. À quoi bon rallumer ses angoisses ? Mais Nat, lui aussi, avait remarqué des choses. Un mardi, en rentrant de l'école, il jura avoir entendu un collier tinter derrière lui. Il s'était retourné d'un coup. Le trottoir était vide. Un autre après-midi, en jouant seul dans le jardin, il sentit soudain un regard. Ce genre de sensation qui fait dresser les poils de la nuque. Il scruta la lisière des arbres, mais ne vit que des ombres immobiles. Pourtant, il en était certain, quelque chose l'observait. Puis vint le samedi d'octobre. L'air avait cette fraîcheur mordante qui annonce les premières gelées.
Daniel travaillait, Claire était partie faire des courses à Pinebrook, la ville voisine. Nate, seul, décida d'aller jouer dans la cour avant. Il lança sa balle contre le mur, encore et encore, malgré les consignes de sa mère. Un lancer trop fort, la balle rebondit, roula sur la pelouse, puis dans la rue. Nat courut après, sans réfléchir. C'est là qu'il le vit. Un immense chien noir, posté en bas de la pente, imposant, inébranlable. Le cœur de Nate manqua un battement. Ce n'était pas possible. Luna? Non. Trop grand, trop sauvage. Il avait le poil épais, un peu emmêlé, un torse massif, des épaules puissantes, et ses yeux bruns, profonds, intelligents, trop intelligents. Le garçon sentit son corps se figer. Sa bouche s'ouvrit malgré lui. « Va-t'en » hurla-t-il, la voix tremblante. « Va-t'en, sale chien !» Il s'attendait à tout, à ce que l'animal grogne, qu'il montre les crocs, qu'il fonce. Mais rien de tout ça ne se produisit. Le chien pencha la tête, lentement, presque curieux, puis en adium sans aucune agressivité, il s'allongea sur le trottoir, se roula sur le dos et gémit, un gémissement doux, connu, inattendu, le même que Luna faisait le matin quand elle voulait une caresse avant le petit déjeuner. Nat sentit ses jambes trembler. Pendant un instant fou, il voulut croire que c'était elle. Mais Luna avait disparu depuis 2 ans. Si elle était en vie, elle serait revenue, non? Le chien le fixait, couché sur le dos, vulnérable, comme s'il lui disait « Regarde-moi, tu me reconnais ». Le moment aurait pu durer une éternité, mais c'est la voix de Madame Richter surgissant depuis son porche qui brisa le silence. « Nate Holloway, mais qu'est-ce que tu fais au milieu de la rue ?» Et, bon sang, c'est un loup, ça? Le charme se rompit. Le chien roula sur le côté, se remit sur ses pattes. Mais au lieu de fuir, il avança d'un pas vers Nat. Le garçon recula d'un bond, trébuchant presque. « Ne bouge pas, mon petit !» cria Madame Richter en sortant son téléphone. « Je vais appeler ton père. » Et le shérif. Au mot « shérif », les oreilles du chien se dressèrent. Il jeta un dernier regard à Nate, un regard étrange, presque triste, puis fit demi-tour et disparut au coin de la rue avec une vitesse surprenante pour un animal aussi massif. Lorsque le shérif Collins arriva une quinzaine de minutes plus tard, il n'y avait plus aucune trace du chien. Mais Madame Richter était catégorique. « Le plus grand chien que j'ai jamais vu, ou loup, ou je ne sais quoi. » Il fixait le gamin comme s'il le connaissait. Nate, encore secoué, hochait lentement la tête, incapable de mettre des mots sur ce qu'il avait ressenti. Il ne parla pas du gémissement, ni du ventre offert, ni des yeux. Trop confus, trop incroyable, et il savait que les adultes n'y croiraient pas. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Nat rêva de Luna. Et pour la première fois depuis sa disparition, ce n'était pas un cauchemar. Le lendemain soir, la maison des Holloway s'était transformée en quartier général improvisé. Daniel, toujours en uniforme de garde forestier, avait étalé des cartes topographiques sur la table de la salle à se manger. Le shérif Collins griffonnait dans son carnet en cuir. Claire circulait entre les deux, remplissant les tasses de café, jetant de temps en temps un œil vers le salon où Nate regardait la télévision, le son étrangement fort. « Ce n'est pas la première fois qu'on me parle de ce chien », dit le shérif à voix basse. « J'ai eu 3 autres signalements ce mois-ci. Tous parlent d'un grand chien noir près des limites de la ville. » Il consulta son carnet. Les Peterson ont dit qu'ils fouillaient leurs poubelles. Jim, du magasin de bricolage, l'a vu près du terrain de jeu de l'école. « Un chien errant, peut-être » suggéra Daniel, bien que la tension dans sa voix trahissait un doute plus profond. « C'est ce que je pensais aussi », répondit le shérif, jusqu'à ce que Madame Richter parle de son comportement. Rouler sur le dos, gémir. C'est pas un chien sauvage, ça. C'est un chien habitué aux humains. Claire s'assit lentement, posant la cafetière sur la table. « Tu ne crois pas que... ça ne pourrait pas être... » « Luna » coupa Daniel. Il secoua la tête, fermement. « Non, elle est partie depuis 2 ans. Même si elle avait survécu dans la forêt, elle ne serait pas restée loin aussi longtemps. » Le shérif hocha la tête. « Peut-être une autre Terre-Neuve ? Ce n'est pas très courant ici, mais pas impossible. » À ce moment-là, on frappa à la porte d'entrée. Claire alla ouvrir et revint avec le docteur Adams, sa trousse vétérinaire à la main. « Le shérif m'a appelé, » expliqua-t-il. « Il m'a dit que vous aviez vu un chien. J'ai pensé que je pourrais être utile. » Il s'installa, accepta un café avec un sourire chaleureux. Depuis les premières années de Luna, sa présence avait toujours été rassurante pour les Holloway. Ils lui racontèrent les signalements, la scène dans la rue, l'étrange comportement du chien face à Nate. Le vétérinaire écouta attentivement, les sourcils légèrement froncés. « Si c'est une Terre-Neuve abandonnée ou perdue, il y a danger.
Le froid arrive, et j'ai entendu dire que les coyotes se rapprochent des habitations, la sécheresse a réduit leurs sources de nourriture. Certains ici n'attendront pas d'en savoir plus avant de sortir le fusil, ajouta le shérif. Claire jeta un coup d'œil vers le salon et baissa encore la voix. On n'a rien dit à Nate. Il commence tout juste à aller mieux. S'il revoit ce chien et que ça le terrorise à nouveau, le docteur Adams resta pensif un moment. Ou bien, s'il est possible de l'observer dans un cadre contrôlé, cela pourrait peut-être l'aider. Ce genre d'exposition progressive fonctionne souvent dans le traitement des phobies. Ils discutèrent longuement. Le plan établi fut simple. Les adjoints du shérif surveilleraient les signalements, mais n'interviendraient pas de manière agressive. Le vétérinaire se chargerait d'évaluer le chien s'il était trouvé. Daniel vérifierait les fichiers du service forestier pour toute activité inhabituelle, et surtout, on protégerait Nat. Ce que personne ne savait, c'est que le garçon les avait entendus. Il avait baissé le son de la télévision exprès, les voix basses, les regards, les silences. Il avait compris. Et plus encore, il avait deviné ce que les adultes n'osaient pas dire à voix haute. Ce chien, ce n'était pas un simple chien, c'était lié à lui. Alors, cette nuit-là, Nat ne se contenta pas de laisser sa fenêtre entr'ouverte. Il l'ouvrit en grand, et le chien revint. C'était un mercredi soir. Le ciel virait au violet, les arbres jetaient des ombres longues sur les pelouses. Daniel travaillait tard. Claire corrigeait des copies à la cuisine. Elle sursauta en entendant le cri de Nat dans le jardin. Elle sortit en courant, le cœur battant. Nat se tenait figé près du panier de basket, son ballon oublié. Il fixait la lisière des arbres. Le chien était là, à moitié dissimulé par les buissons. Énorme, noir, immobile, Claire sentit l'adrénaline monter. Elle s'interposa par réflexe entre son fils et l'animal, tendant le bras. « Ne bouge pas », souffla-t-elle. « Je vais appeler le shérif. »« Non », répondit Nate. « C'est bon, maman. Il ne nous fera rien. » Il y avait dans sa voix une assurance qui arrêta net Claire dans son mouvement. Le chien fit un pas, lentement, puis un autre. Toujours calme. Pas un bruit, pas un grognement. « Il est maigre », murmura Nate. « Je crois qu'il a faim. » Et avant que Claire ne puisse le retenir, il courut dans la maison, revint avec un demi-sandwich au jambon, son déjeuner à moitié mangé. Sous le regard ahuri de sa mère, Nate s'avança lentement vers le bord de la pelouse, posa le sandwich au sol, puis recula. Le chien attendit, puis s'approcha, renifla, mangea en 2 bouchées. « On peut le garder ?» demanda Nate en se tournant vers Claire, les yeux brillants. Elle resta sans voix. D'abord parce que jamais elle n'aurait imaginé son fils poser cette question. Ensuite, parce qu'elle entendait dans sa voix le même enthousiasme qu'autrefois. Le même que le jour où il avait rencontré Luna pour la première fois. « Chérie, on ne sait rien de ce chien. Il peut être malade. Il a peut-être un propriétaire. Mais non, je le sais. Il est spécial. » Le chien s'assit, calmement. Il les regardait, attentif, espérant. « D'accord, » dit Claire. « On va appeler le docteur Adams. S'il est encore là quand il arrive, on le laissera l'examiner. » Nate accepta, à condition de rester dans le jardin pour ne pas qu'il reparte. Le docteur Adams arriva une 20aine de minutes plus tard, sa camionnette se garant doucement dans l'allée des Holloway. Il descendit calmement, sa vieille trousse en cuir à la main, et rejoignit Claire sur le perron arrière. Ensemble, ils observèrent la scène qui se déroulait dans le jardin. Nate était assis en tailleur sur l'herbe, à une 15aine de pas du chien. L'animal était couché lui aussi, sa tête posée sur ses pattes, mais ses yeux ne quittaient pas le garçon. Il ne semblait pas craintif, ni menaçant, juste présent. « Eh bien, murmura le vétérinaire, c'est quelque chose. » Il resta quelques minutes à observer, sans bouger, puis s'avança lentement, parlant d'une voix douce, comme il le faisait avec tous ses patients un peu nerveux. « Salut mon grand, je peux m'approcher ?» Le chien redressa la tête, alerte mais pas hostile. Il ne montra ni les dents ni les crocs. À la surprise générale, il laissa même le docteur Adams s'approcher et commencer un examen complet. Il regarda ses yeux, ses oreilles, inspecta ses gencives, palpa ses flancs, ses pattes, son dos, même ses coussinets. À aucun moment, l'animal ne protesta. « Pas de collier, pas de puce palpable », annonça le vétérinaire. « C'est un mâle. Je dirais environ 2 ans, peut-être un peu plus. C'est bien une terre-neuve ou un croisement très proche. Il est amaigri, mais pas en détresse, et il n'a aucune blessure sérieuse. » Claire se détendit légèrement. « Donc, un chien errant ?» Le vétérinaire hésita, les mains posées sur ses genoux. « Probablement, mais
Il est remarquablement bien socialisé pour un chien qui vivrait dehors depuis longtemps. Il obéit à la voix, il se laisse approcher, il semble même chercher le contact humain. Nate, resté assis en silence pendant l'examen, leva soudain les yeux. « On peut le garder ?» Le docteur Adams lui adressa un sourire chaleureux. « Ce n'est pas à moi de décider, fiston, mais je dirais qu'il mérite au moins un endroit chaud pour passer la nuit. » Claire jeta un coup d'œil vers la dépendance, son regard s'arrêtant sur le garage. « Il peut dormir là ce soir, le temps qu'on sache si quelqu'un le cherche. Je peux l'appeler Ranger ?» demanda Nate aussitôt. Le nom resta suspendu un instant dans l'air. Claire sentit son cœur se serrer. Ce nom-là, ça sonnait juste. Daniel avait souvent plaisanté en disant que Luna était le véritable garde forestier de la maison. Ranger, le protecteur, le guide, le survivant. « D'accord, souffla-t-elle, mais seulement pour ce soir. » Daniel rentra 1 heure plus tard. Il découvrit Ranger installé confortablement sur une couverture dans le garage, un bol de croquettes à moitié vide devant lui, et Nat assis à côté, les jambes croisées, les yeux brillants d'espoir. Et malgré toutes ses réserves, toutes ses préoccupations, Daniel ne dit rien pendant plusieurs minutes. Il s'agenouilla même pour observer l'animal de plus près. « 2 semaines ?» déclara-t-il enfin, la voix calme mais ferme. « On le garde 2 semaines. Pendant ce temps, on cherche ses propriétaires. S'il ne se manifeste pas, on reparlera d'une solution plus permanente. Il va rester, » affirma Nat, convaincu. « Je le sais. » Cette nuit-là, la maison sembla différente. Comme si un souffle nouveau avait traversé les murs, Nat monta se coucher sans rechigner. Claire passa devant sa chambre quelques minutes plus tard et l'entendit murmurer « C'est Luna qui nous l'a envoyé. Je le sais, maman. » Et peu à peu, les jours passèrent. Et les 2 semaines s'écoulèrent. Durant cette période, plusieurs choses devinrent claires. D'abord, Ranger n'était pas un chien ordinaire. Il avait des manières étonnamment polies pour un supposé chien errant. Il ne touchait jamais aux meubles, attendait devant la porte pour sortir et semblait comprendre dès le premier jour où il avait le droit d'aller et où il ne devait pas. Ensuite, sa relation avec Nat devint presque fusionnelle. Le 4e jour, il refusa de quitter la porte d'entrée lorsque Nate partit à l'école. Il l'attendit là toute la journée et à 15h47, lorsqu'il entendit le moteur du bus scolaire, il se leva d'un bond et trotta jusqu'au bout de l'allée, la queue frétillant. Le soir, il dormait contre la porte de la chambre de Nate. Quand Claire se levait tôt pour corriger ses copies, elle le trouvait déjà là, assis, alerte mais paisible. Et puis, il y avait ce comportement étrange, sa manie de regarder fixement la forêt derrière la maison. D'abord, il restait juste planté là, les yeux rivés sur les arbres. Puis il commença à tirer doucement sur les manches, à pousser les jambes là avec son museau, à insister, il voulait qu'on le suive. « Il essaie de nous montrer quelque chose », répétait Nate. « Ou bien il a vécu dans la forêt », répondait Daniel, « et il y retourne par habitude. » Mais l'insistance du chien ne faisait que croître. Jamais agressif, toujours doux, mais de plus en plus déterminé. Et à mesure que Ranger devenait plus expressif, Nate aussi changeait. Il retrouvait la lumière dans son regard, sa curiosité, son envie de jouer. Il ressortit son vieux gant de baseball délaissé depuis longtemps. Ranger l'observait avec fascination, comme s'il attendait son tour. Même ses peurs semblaient s'atténuer. Un soir, alors qu'il croisait la voisine et son cocker, Nate traversa la rue pour aller caresser le chien. Claire eut les larmes aux yeux. « C'est comme s'il redevenait lui-même », souffla-t-elle à Daniel. « C'est comme si Luna ne l'avait jamais quitté », répondit-il. Le 15e jour arriva sans que personne ne réclame Ranger. Aucune affiche, aucun appel au vétérinaire, aucun signalement sur les groupes locaux en ligne. Malgré les efforts du shérif Collins pour vérifier les fichiers des villes voisines, le mystère restait entier. Ce soir-là, la famille Holloway se réunit autour de la table de la cuisine pour une sorte de conseil familial improvisé. Daniel, solennel, leva la main. Tous ceux qui pensent que Ranger devrait faire officiellement partie de la famille, lèvent la main. 3 mains se dressèrent, puis sans un mot, Ranger, qui s'était couché près de Nate, posa doucement sa patte sur le bord de la table. Le rire de Daniel brisa la tension, franc et sincère. Cela faisait des mois qu'on ne l'avait pas entendu ainsi. C'est unanime, alors. Bienvenue à la maison, Ranger. Mais tout le monde n'avait pas perdu l'habitude de surveiller. Ce que les Holloway ignoraient, c'est qu'au même moment, un véhicule gris passait lentement devant leur maison. À l'intérieur, le docteur Adams parlait à voix basse au téléphone.
son visage fermé. Il termina sa conversation, rangea son téléphone dans sa poche et tourna au bout de la rue, en direction de la route forestière. La lune était haute dans le ciel de novembre. Depuis 3 semaines, la famille Holloway vivait dans une routine nouvelle mais réconfortante. Nate s'occupait de Ranger avec un sérieux impressionnant. Il le brossait, remplissait sa gamelle, le promenait dans le jardin et discutait avec lui comme s'il partageait un langage secret. Claire observait tout cela avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Ranger avait ramené la lumière dans leur maison. Mais une question la hantait. Qui était-il vraiment? Et pourquoi cette impression constante qu'il ne faisait que commencer quelque chose? Ce soir-là, alors qu'elle venait de border Nat, Claire s'attarda à la porte de sa chambre. Ranger était couché au pied du lit, le museau sur les pattes, les yeux à moitié clos. Nate, déjà somnolent, avait une main posée sur son flanc. Un tableau si paisible qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle retrouva Daniel dans le salon, un rapport du parc national posé sur les genoux. Elle s'assit à ses côtés, le regard dans le vide. « Je crois qu'on doit se poser la question, Dan. Et si Ranger avait un lien avec Luna ?» Il haussa les sourcils. « Tu veux dire, s'il était son petit? Pense-y. L'âge correspond. Il est exactement du même gabarit, même race, même intelligence. Et surtout, les yeux. Tu ne les as pas remarqués ?» Daniel soupira. « Tous les chiens peuvent avoir les yeux marrons. Pas comme cela. Il a cette façon de regarder Nate. Comme s'il le reconnaissait. Comme s'il le protégeait. Et puis, 2 ans. C'est assez pour qu'un chiot grandisse, non ? » Il déposa son dossier, les mains croisées. « Tu suggères que Luna a survécu, qu'elle a donné naissance dans la forêt, et qu'un de ses chiots est revenu jusqu'à nous. » « Oui, et je crois qu'elle l'a envoyé. » Daniel ne répondit pas, mais son regard s'assombrit. Avant qu'il ne puisse reprendre, un gémissement monta depuis l'étage, suivi du bruit caractéristique de griffes sur le plancher. Puis la voix de Nate, endormi. « Ranger, qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» Ils se levèrent d'un bond. Ranger tournait en rond dans la chambre, inquiet, les oreilles dressées. Il allait de la fenêtre à la porte, nerveux. Puis il aboya. Un seul aboiement, grave, profond, que les Holloway n'avaient encore jamais entendu. Daniel ouvrit la porte et Ranger descendit les escaliers à toute vitesse, dérapant presque. Lorsqu'ils le rejoignirent, il était déjà devant la porte arrière, les pattes griffant le bois avec insistance. « On fait quoi ?» demanda Nate, les yeux grands ouverts. Daniel attrapa sa lampe torche. « Je vais voir. Restez là. » Mais dès qu'il entr'ouvrit la porte, Ranger força le passage et disparut dans la nuit. « Ranger !» cria Nat se ruant dehors. Claire le rattrapa de justesse. « Attends !» Ce fut la panique. Daniel courut après son fils. Claire, son téléphone à la main, les suivit. Tous appelaient le nom du chien, s'enfonçant dans la nuit glaciale, guidé par le faisceau vacillant de la lampe torche. Ranger courait droit vers la forêt. Ses mouvements étaient sûrs, précis, comme s'il suivait un chemin que seul lui connaissait. À bout de souffle, au bout d'une dizaine de minutes, Claire perdit de vue Daniel et Nate. « Nate !» hurla-t-elle. « Par ici !» répondit une voix quelque part sur sa gauche. Un appel inquiet entre peur et autre chose. Elle fonça dans les broussailles, les branches lui griffant les bras. Elle déboucha sur une clairière. Daniel était là, Nate aussi, et Ranger, mais il n'était pas seul. Face à eux, 3 hommes. L'un tenait une lampe torche puissante dont le faisceau l'aveuglait. Un autre, une arme, un fusil à fléchette peu tranquillisante. Et le 3e, avançant d'un pas calme, n'était autre que le docteur Adams. « Daniel, Claire, quelle surprise. Vous ne devriez pas être ici, c'est dangereux. » Daniel se plaça immédiatement entre les hommes et sa famille. « Qu'est-ce que vous faites ici, docteur Adams ?» Le vétérinaire s'arrêta à quelques pas, le visage fermé, les mains levées, en signe d'apaisement. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis ici pour une affaire professionnelle. »« Avec un fusil tranquillisant ?» demanda Claire, sa main posée sur l'épaule de Nate. Le 3e homme, celui qui tenait l'arme, baissa légèrement son canon, mal à l'aise. « Standard, contrôle animalier, rien de plus. » Mais Ranger restait planté devant eux, le poil hérissé, les pattes écartées, en position de protection. Il ne grognait pas, mais son regard était fixé sur Adams. Implacable. Nate, collé contre sa mère, sentait le cœur tambouriner dans sa poitrine. « Vous voulez le prendre ?» Adams fronça les sourcils. « De quoi tu parles, Nate ?»« Je vous ai entendu, » insista-t-il, sa voix plus forte qu'on aurait pu l'attendre d'un enfant de 8 ans. « L'autre jour, quand vous parliez devant notre maison, vous avez dit qu'il était parfait pour un programme.
Le visage d'Adams se durcit, presque imperceptiblement. « Tu as mal compris. Je parlais de ses capacités. C'est un chien impressionnant. Je voulais juste comprendre comment il s'était adapté aussi vite. » Daniel fit un pas vers lui, le ton plus tranchant. « Et c'est pour ça que vous êtes dans la forêt au milieu de la nuit, avec 2 types armés? Je suis garde forestier, je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Ce genre d'intervention, je devrais l'avoir validé. Ce ne sont pas toutes les opérations qui passent par les circuits du traditionnel, Daniel, répondit Adams, presque désinvolte. Certaines choses sont confidentielles. Claire se crispa. Confidentielles? Vous êtes vétérinaire, pas agent fédéral. Le docteur Adams poussa un long soupir. J'espérais que cela se passerait plus calmement. Le chien que vous appelez Ranger est un sujet extrêmement précieux. Il fait partie d'un programme d'élevage spécialisé. Daniel eut un rictus. Programme? De quoi parlez-vous? Il a été génétiquement sélectionné pour ses capacités cognitives et physiques. Ce sont des lignées rares. Ce chien a été élevé pour des fonctions précises. Sécurité, sauvetage, surveillance, il ne vous appartient pas. Il est devenu à nous, répondit Claire en serrant Nate. Il a choisi notre maison. Parce qu'il reconnaît en vous une structure familiale, c'est ce que nous cherchons. Des chiens capables de s'intégrer à un foyer puis d'agir quand il le faut. Il s'est enfui il y a 1 mois. Nous le cherchions. Et maintenant que nous l'avons retrouvé, le type à la fléchette leva de nouveau son arme. Mais il ne tira pas. Un grondement profond, sorti de nulle part, fit vibrer l'air. Puis un second et un troisième. Des formes noires surgirent de l'ombre, immenses, silencieuses. Des chiens, des Terre-Neuve, 5, peut-être 6. Sortis du sous-bois comme des fantômes, encerclant les hommes en quelques secondes. « Qu'est-ce que... » bredouilla le 3e homme, pivotant sur lui-même. Le fusil tomba dans la panique. Un des chiens se jeta sur lui, le renversant d'un coup d'épaule. Un autre bondit sur celui avec la lampe torche, l'envoyant rouler au sol. Et un 3e, plus massif, se plaça aux côtés de Ranger, les crocs découverts. Claire serra Nate contre elle. « Mon Dieu, ce sont tous des Terre-Neuve !» Daniel recula, tendant la main vers sa lampe torche, l'esprit tournant à toute vitesse. Les chiens n'attaquaient pas, mais leur message était clair. « Vous ne passerez pas !»« Appelez-les !» halta Adams, recroquevillé derrière un tronc. « Appelez-les, par pitié !» Daniel secoua la tête. « Ce ne sont pas mes chiens !» Comme pour confirmer ses paroles, un sifflement aigu fendit l'air. Tous les chiens dressèrent les oreilles, aucun ne recula, mais ils cessèrent d'avancer. Une nouvelle silhouette émergea des arbres. Madame Richter, une vieille veste de chasse sur le dos, un téléphone dans une main, un vieux fusil de collection dans l'autre. « Je vous avais à l'œil, Adams, depuis des mois, toujours à rôder. Toujours avec de nouvelles excuses, vous n'êtes pas le seul à avoir vu ces chiens revenir. » Elle se tourna vers Claire. « Vous allez bien ?» Claire acquiesça tremblante. « Comment avez-vous su qu'il serait là ce soir ?» La vieille dame eut un sourire en coin. « Parce que ce soir, il n'était pas seul. J'ai vu ces 2-là le rejoindre. Je me suis dit que s'il devait faire quelque chose, ce serait maintenant. Alors j'ai pris mon fusil et j'ai suivi. Les sirènes commencèrent à hurler au loin. Adams blêmit. « Quelqu'un a appelé la police !» murmura Claire. Daniel la regarda. « Je crois que c'est elle. » Madame Richter haussa les épaules. « J'ai peut-être donné l'alerte, oui, mais je suis certaine qu'ils n'ont pas attendu mon appel. » Ranger se tourna alors vers un buisson et aboya, 1 fois, fort. Et de ce buisson sortit une dernière silhouette, une chienne, épuisée, boitant, son museau grisonnant, une étoile blanche sur la poitrine. Claire chancela. Daniel s'avança, la lumière de sa lampe fixée sur la tache blanche. « C'est pas possible, souffla-t-il. Claire, c'est Luna. » Personne ne bougea pendant plusieurs secondes. C'était comme si le monde entier s'était figé autour de cette apparition. Même les chiens, pourtant en alerte, se tenaient immobiles. Luna avançait lentement, sa démarche lourde, fatiguée. Mais ses yeux restaient les mêmes, profonds, calmes, déterminés. Nat fut le premier à bouger. Il s'échappa doucement des bras de Claire et marcha vers elle, le souffle court, les lèvres entr'ouvertes. Ranger ne tenta pas de l'arrêter. Au contraire, il le suivit de près, les oreilles pointées en avant. Luna s'arrêta à quelques pas de l'enfant. Nat s'accroupit, le cœur battant si fort qu'il en avait mal à la poitrine. « Luna, c'est vraiment toi ?» La chienne s'approcha d'un pas, puis d'un autre, et dans un geste d'une douceur infinie, elle posa son museau contre le front du garçon. Claire fondit en larmes. Daniel, incapable de détourner les yeux, sentit ses jambes céder et tomba à genoux dans les feuilles mortes. Ranger, lui, regardait la scène avec une intensité étrange, comme s'il observait l'accomplissement de quelque chose qu'il avait attendu toute sa vie.
Luna gémit, un son doux et profond. Elle lécha la joue de Nate, puis tourna la tête vers Claire. Elle la fixait, lentement. Elle s'approcha et s'assit devant elle, la queue battant faiblement le sol. Claire tomba à genoux à son tour et entoura la chienne de ses bras. Mon Dieu, Luna !» Autour d'eux, les autres Terre-Neuve s'étaient rassemblés en demi-cercle. Tous fixaient Adams et ses 2 hommes, toujours au sol. Aucun d'eux n'osait bouger. Le shérif Collins arrive peu après, accompagné de 2 officiers. Les gyrophares bleus et rouges baignaient la forêt d'une lumière irréelle. Il descendit du véhicule, vit la scène et marqua un temps d'arrêt. « Daniel, Claire, c'est bien, c'est Luna ?»« C'est elle, confirma Daniel. Elle est en vie, elle a survécu. » Le shérif se tourna vers Adams. « Vous avez intérêt à avoir une sacrée bonne explication pour ce que vous faites ici avec des types armés. » Adams leva les mains. « Ces chiens m'appartiennent. Ils ont été détournés. » Le shérif haussa les sourcils. « Détournés ? Vous allez devoir expliquer ça très précisément au bureau d'enquête fédéral. » L'un des officiers s'approcha d'Adams, lui passa les menottes sans ménagement. Les 2 autres hommes furent embarqués sans résistance. Pendant ce temps, Madame Richter s'approcha de Claire. « Je n'ai jamais cru qu'elle était morte. Jamais. Certains chiens, ils sont faits pour survivre, pour revenir. » Claire lui prit la main, les yeux encore embués. « Merci. Vous nous avez sauvés ? Non, c'est elle qui vous a sauvés. » Elle montra Luna du menton. Elle a guidé tous les autres. C'est elle qui les a rassemblés. C'est elle qui a trouvé comment revenir. Ce soir-là, dans la maison des Holloway, il n'y eut ni cri, ni télévision, ni inquiétude. Juste une chienne allongée sur un tapis, son fils couché contre elle, un enfant endormi entre ses pattes. Luna n'était pas seulement rentrée chez elle, elle avait ramené une famille entière avec elle. Le lendemain, la nouvelle se répandit dans toute la ville. Une chienne disparue depuis 2 ans retrouvée en pleine santé, accompagnée d'une meute de Terre-Neuve, un vétérinaire arrêté pour avoir mené des expérimentations illégales sur des lignées de chiens dressés pour des opérations militaires, une vieille voisine devenue héroïne, et un enfant sauvé, physiquement et psychologiquement, par un chien qu'on croyait perdu à jamais. Les médias locaux couvrirent l'histoire, puis les médias régionaux. Puis un matin, une équipe de télévision nationale débarqua à Fairview pour interviewer la famille Holloway. Claire refusa d'abord, mais Daniel, après une longue conversation avec elle, suggéra qu'ils racontent leur version, pour montrer au monde ce que les chiens comme Luna pouvaient faire, pour dénoncer les abus, pour dire que la loyauté, parfois, prend la forme d'un museau froid et d'un regard fidèle. Ils parlèrent de la disparition, de la douleur, de l'arrivée de Ranger, de la nuit dans la forêt, et enfin du miracle. Luna ne quitta jamais plus leur maison. Elle resta couchée sur le même tapis, comme un vieux capitaine veillant sur son navire. Ranger devint son ombre. Et Nat, lui, retrouva non seulement sa joie, mais aussi une mission. Il voulait aider, protéger et comprendre. Un jour, il déclara à ses parents « Quand je serai grand, je deviendrai vétérinaire, mais un vétérinaire gentil, un qui écoute les chiens. » Claire le serra dans ses bras. Luna aboya doucement, comme pour approuver. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Une chienne retrouvée, un enfant guéri, une famille réunie. Mais parfois, les cicatrices invisibles prennent plus de temps à se refermer. Et certaines vérités, longtemps enfouies, ne peuvent rester dissimulées à jamais. Un matin de décembre, alors que la neige recouvrait les toits de Fairview, Daniel reçut un appel du Bureau fédéral d'investigation des services animaliers. Il souhaitait reparler de l'affaire Adams. Non pas pour contester leur témoignage, mais pour obtenir leur aide. L'un des chiens retrouvés dans la forêt portait une puce d'identification effacée, expliqua l'agent au téléphone. Mais nous avons pu récupérer une partie de son historique, et nous croyons que plusieurs autres familles dans l'État ont été touchées par des disparitions similaires, des chiens volés, remplacés, ou prétendument euthanasiés. Claire, qui écoutait à côté de lui, blêmit. « Vous pensez que Luna a été enlevée ? Il est encore trop tôt pour l'affirmer. Mais nous avons besoin de savoir si elle a été identifiée, cataloguée, ou même dressée sans votre connaissance. » Daniel raccrocha, le visage durci. Ce soir-là, il en parla à Nate. Il se pourrait que Luna ait été prise, qu'on lui ait fait des choses. Le garçon resta silencieux quelques secondes, le regard posé sur la chienne, paisible sur le tapis. « Mais elle est revenue, papa. C'est ça qui compte. » Daniel hocha la tête. Il n'avait rien à ajouter. Les semaines suivantes furent marquées par une succession de visites. Experts, vétérinaires mandatés par le gouvernement, psychologues animaliers, tous voulaient étudier Luna. Mais la chienne n'aimait pas qu'on la touche trop.
Elle se raidissait au moindre bruit métallique, détestait les blouses blanches, refusait d'entrer dans une cage, même pour un simple transport. Un comportement que Claire décrivit comme chargé d'histoire. Finalement, un comportementaliste vétérinaire de Portland, le docteur Meredith Harper, obtint sa confiance. Une femme douce, patiente, qui passait des heures en silence avec Luna, simplement assise sur le porche, un carnet sur les genoux. Un soir, elle prit Claire à part. Elle a été entraînée, c'est indéniable. Elle répond à des ordres militaires, mais uniquement lorsqu'ils sont formulés dans une structure très spécifique. Elle ignore tout le reste. C'est comme si elle avait choisi de n'obéir qu'à ceux qu'elle reconnaît. Est-ce que ça signifie qu'elle a été utilisée? Non, elle a été préparée, peut-être même programmée. Mais ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une décision qu'elle a prise. Luna a refusé une mission, elle a choisi sa famille. Les mots frappèrent Claire en plein cœur. Ranger, lui, continuait à grandir, à s'épanouir. Il était désormais presque aussi massif que sa mère, mais plus rapide, plus vif. Il s'entraînait avec Nate dans le jardin, courant après des balles, apprenant à ouvrir les portes, à rapporter des objets précis sur commande. « Il comprend tout », s'émerveillait Nate. « Je crois qu'il lit dans mes pensées. » Claire et Daniel assistaient à leur complicité naissante avec un mélange de joie et d'inquiétude. Le lien entre le garçon et le chien dépassait l'ordinaire. C'était comme s'ils étaient connectés par quelque chose de plus profond, de plus ancien. Et cela devint encore plus clair lorsque Nate tomba malade. C'était une infection virale bénigne, rien d'alarmant. Mais la fièvre monta rapidement. Il dut rester alité plusieurs jours. Et pendant tout ce temps, Ranger refusa de quitter sa chambre. Il resta couché à ses pieds, les yeux rivés sur lui, gémissant à chaque fois que le garçon gémissait dans son sommeil. Claire tenta de le faire sortir pour manger, en vain. Ranger ne bougea pas. La nuit la plus difficile, vers 3 heures du matin, Nate fut pris d'un vertige en voulant se lever. Il trébucha. Ranger, réveillé en un éclair, le rattrapa de son corps avant qu'il ne touche le sol. Puis il aboya, un aboiement unique, dirigé vers le couloir. Claire arriva en courant. Elle trouva son fils allongé sur le tapis, blotti contre Ranger, encore secoué, mais sain et sauf. « Il m'a sauvé » murmura Nate. « Je crois qu'il savait que j'allais tomber. » Plus personne ne douta jamais du lien qui les unissait. Et pourtant, au fond d'eux, tous savaient que Ranger était porteur d'un mystère. Un matin de janvier, alors que la neige fondait doucement, Daniel tomba par hasard sur une boîte de métal enfouie derrière le vieux cabanon. Il creusait pour remettre une clôture en place lorsqu'il frappa quelque chose de dur. À l'intérieur de la boîte, un collier, un ancien carnet en cuir, une clé rouillée et une photo. La photo montrait Luna, bien plus jeune, entourée d'un groupe d'hommes en uniforme. Pas de militaires, plutôt des agents privés. La photo n'était pas datée, mais l'un des hommes portait un écusson avec les lettres ARK. Claire n'avait jamais vu cette photo, ni ce carnet. À l'intérieur, une série de notes, des codes, des noms, des lieux. Une page était marquée « Projet Odysseus, phase 3, sujet 7, survivant 1 ». Daniel sentit ses doigts se crisper. Il venait de mettre la main sur quelque chose de bien plus vaste. Daniel resta longtemps figé devant la boîte. Il relut plusieurs fois les notes griffonnées dans le carnet, essayant de faire sens de cette écriture nerveuse, presque rageuse. Les termes utilisés n'étaient pas ceux d'un vétérinaire, plutôt ceux d'un scientifique en fuite ou d'un dénonciateur à bout de souffle. Il finit par apporter la boîte dans la cuisine, où Claire préparait le déjeuner de Nate. Quand elle vit la photo, elle pâlit. « Ce n'est pas possible. Pourquoi on n'a jamais vu ça avant ?» Daniel posa la photo sur la table, juste à côté du collier. « Je crois que Luna a enterré ça elle-même, ou que quelqu'un d'autre l'a fait. Quelqu'un qui voulait qu'on le retrouve, peut-être pour qu'on découvre la vérité. » Ils passèrent une partie de l'après-midi à fouiller le carnet. Des noms de lieux abandonnés, des dates recouvertes de ratures, des références techniques à des méthodes de conditionnement comportemental. Un mot revenait sans cesse, ARK, en lettres majuscules, jamais expliqué. Ce soir-là, alors que Nate dormait profondément, les deux parents se regardèrent longuement. « Tu crois qu'elle a été fabriquée ?» demanda Claire, la gorge serrée. « Pas fabriquée, mais utilisée, manipulée, peut-être même dressée pour des missions dont on ne saura jamais rien. » Claire hocha lentement la tête. « Et pourtant, elle est revenue vers nous. » Daniel sourit tristement. « C'est ça le plus beau. Malgré tout ce qu'ils ont pu faire, elle nous a choisis. » Pendant les jours qui suivirent, Daniel contacta un ancien collègue devenu enquêteur privé dans le Montana. Il lui envoya des copies de la photo et du carnet, en demandant discrétion et rapidité.
Moins d'une semaine plus tard, son ami lui rappela avec des résultats. Ton sigle ARK, c'est un acronyme. Advanced Response K9. Un programme confidentiel lancé il y a une dizaine d'années, officiellement suspendu, mais plusieurs sources indiquent qu'il a continué sous d'autres noms, avec des financements privés. Sélection génétique, entraînements extrêmes, isolement comportemental, tout ça pour créer des chiens capables de missions en autonomie complète. Daniel se frotta le front. Et Luna aurait été un de ces chiens? Possible, mais très peu en sont sortis. Le programme aurait connu de nombreux échecs. L'un des documents que j'ai pu consulter parlait d'un seul survivant, pleinement fonctionnel. Une femelle Terre-Neuve, nom de code S1. Claire, debout à côté de lui, sentit son souffle se couper. S1, comme Scout One, Luna. Daniel remercia son ami et raccrocha. Ils restèrent au tout deux silencieux, le carnet ouvert devant eux, la photo entre leurs mains. Mais la révélation ne changea rien à ce qui comptait vraiment. Luna était là, et plus encore, Ranger était là, et Nat aussi. Un soir de février, alors que les vents glacés balayaient encore la ville de Fairview, une nouvelle page s'écrivit dans l'histoire de la famille Holloway. La cour de l'école primaire accueillait un événement spécial, une journée sur la sécurité et le lien entre les enfants et les animaux. Nate, fièrement vêtu de sa veste bleue, tenait Ranger en laisse. Le chien, assis, calme, patient, observait la foule avec une dignité presque humaine. Les enfants se pressaient pour le caresser, poser des questions, offrir des friandises. Une institutrice s'approcha de Claire, un sourire aux lèvres. « C'est votre chien ?»« Non, répondit-elle, il est à mon fils. » Et à Luna. Elle montra un peu plus loin, là où la vieille chienne observait la scène depuis l'ombre d'un érable, sa queue battant lentement le sol. Plusieurs enfants étaient venus l'entourer, s'asseyant à côté d'elle comme on s'installe auprès d'un feu de cheminée. L'institutrice sourit. « Elle a quelque chose de spécial. Elle est le cœur de tout ça, » répondit Claire. « C'est elle qui nous a appris que la fidélité, ce n'est pas seulement rester, c'est revenir, même quand le monde a tout fait pour vous empêcher de le faire. » Et pendant ce temps, Nate présentait Ranger à ses camarades. Il montra comment le chien répondait à des ordres avancés, comment il pouvait identifier des objets, retrouver des sacs cachés, même imiter des comportements humains sur commande. « Il comprend tout, » disait-il avec fierté. « Et il protège. Il a ça dans le sang. » Les enseignants hochèrent la tête impressionnés. Mais c'est lorsque Nat dit ces mots que tous se turent. Ranger n'est pas juste un chien. C'est un morceau de ma mère, un souvenir de Luna. C'est elle qui me l'a envoyé, pour veiller sur moi. Ranger posa alors sa tête contre la jambe du garçon, et tout le monde comprit qu'il avait raison. À mesure que les mois passaient, la vie des Holloway retrouva un semblant de stabilité. Mais une stabilité nouvelle, tissée de secrets partagés, de regards silencieux et de présences qui ne pouvaient plus être considérées comme juste des animaux. Luna, bien que vieillissante, conservait une noblesse presque solennelle. Elle ne courait plus comme avant, mais elle gardait l'œil sur tout, comme une sentinelle invisible. Et Ranger, désormais adulte dans toute sa puissance, devenait le prolongement silencieux de Nate. Là où allait le garçon, il suivait. Au printemps, Daniel reçut la confirmation que le programme ARK avait bien existé sous une couverture médicale civile. Plusieurs laboratoires de recherche dispersés dans l'État avaient été liés à des essais illégaux sur des animaux de haute intelligence. Les documents transmis anonymement à l'Agence de protection animale faisaient état de pratiques éthiquement douteuses, de manipulations comportementales, de conditionnements extrêmes et surtout d'expériences sur la mémoire animale. Mais un point précis attira l'attention de Daniel. Un mémo daté de 3 ans plus tôt. Sujet S, il a échappé au confinement. Dernier repérage à 14 km de la zone verte. Priorité au silence. Risque de contamination médiatique élevé. Sujet S Uno, Luna. Elle s'était échappée, seule, et avait survécu pendant plus de 2 ans en forêt, tout en élevant au moins une portée. Cela dépassait l'instinct, c'était une décision. Claire, en relisant le mémo, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle a fui pour nous. Et elle est restée loin, parce qu'elle savait que c'était la seule manière de les protéger. Daniel ajouta, pensif, « Elle est restée dans l'ombre, et quand elle a vu que Ranger était prêt, elle l'a envoyé. » La vérité s'imposa comme une évidence. Luna n'était pas revenue par hasard. Elle avait observé, attendu et transmis. Ce printemps-là, une nouvelle étape marqua l'histoire des Holloway. Nate, encouragé par son institutrice,
décida de participer à une foire régionale sur les liens entre enfants et animaux de compagnie. Il voulait montrer au monde ce que Ranger savait faire. Mais il voulait aussi parler, témoigner. Le jour venu, dans un petit amphithéâtre plein à craquer, Nat monta sur scène. Il avait préparé quelques notes, mais il ne les regarda pas une seule fois. À côté de lui, Ranger restait assis, droit, comme un soldat prêt à recevoir ses ordres. « Je m'appelle Nate Holloway, et voici Ranger. Il n'est pas né dans une maison. Il n'a pas été élevé avec des jouets et des câlins. Il est né dans la forêt, de ma chienne Luna, une chienne qui avait disparu, une qu'on croyait morte. Mais elle n'était pas morte, elle survivait, elle protégeait, et elle m'a envoyé son fils. » L'auditoire était suspendu à ces mots. Ranger ne parle pas. Mais il comprend. Il sent quand je vais mal. Il sait quand j'ai peur. Il m'a sauvé. Plusieurs fois. Et il m'a appris que les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils ont juste une fourrure noire et des yeux pleins de silence. Des applaudissements éclatèrent. Certains se levèrent. D'autres essuyaient discrètement leurs larmes. Ce jour-là, Nate reçut un prix symbolique. Mais plus important encore, il reçut l'invitation d'une organisation nationale qui formait de jeunes enfants à interagir avec des chiens de travail. Il ne s'agissait pas de dressage mais de respect, d'écoute, de langage silencieux entre les espèces. Nate accepta avec enthousiasme. Et ainsi débuta un nouveau chapitre. Pendant tout l'été, Nate et Ranger participèrent à des ateliers, des rencontres, des interventions dans des écoles. Ils montraient ce qu'un chien pouvait comprendre. Ce qu'un enfant pouvait transmettre sans mots. Luna, elle, restait en retrait. Mais dès qu'ils rentraient, elle les accueillait en trottant jusqu'au porche, le museau levé, les oreilles frémissantes. Ranger venait s'asseoir à côté d'elle, tête contre tête. Un geste muet, un échange d'âme. Mais le temps suivait son cours. Et en septembre, alors que les feuilles commençaient à tomber, Luna tomba malade. Ce fut d'abord discret. Une fatigue persistante. Des gémissements étouffés lorsqu'elle montait les marches du perron. Puis elle refusa sa gamelle, et un matin, elle ne se leva pas pour accueillir Nate. Claire la trouva allongée dans son panier, les yeux ouverts mais immobiles. Sa respiration était lente, régulière mais faible. Le docteur Jennings, un vétérinaire ami de la famille, vint aussitôt. Il ausculta Luna avec une tendresse rare, caressant son front, parlant doucement. Son cœur est fatigué. Il n'y a pas de douleur aiguë, pas de souffrance. Elle est simplement arrivée au bout. Claire s'assit près d'elle, Daniel resta silencieux, les bras croisés. Nate, lui, se mit à genoux et déposa sa main sur la tête de Luna. « Elle va partir ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Le vétérinaire hésita puis hocha la tête. « Elle a tenu plus longtemps que la plupart, elle est si forte, mais elle sait que son travail est terminé. » Nate enfouit son visage contre la fourrure noire. Ranger s'approcha doucement et s'allongea à côté d'elle, collant son flanc au sien. Ce soir-là, la famille dormit dans le salon, à même le sol, autour de Luna, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'elle ne le serait jamais. À l'aube, Claire se réveilla d'un sursaut. Luna ne bougeait plus. Elle posa une main tremblante sur son poitrail. Aucun mouvement, mais une paix totale et un sourire silencieux sur ses traits. Elle était partie, doucement, entourée de ceux qu'elle avait choisis. Nate ne pleura pas immédiatement. Il caressa Ranger puis murmura « Elle est libre maintenant. Elle peut courir sans fin. » Ils l'enterrèrent dans le jardin, près du grand érable, sous une pierre lisse gravée de son nom. Claire y grava elle-même les mots « Elle est revenue, elle nous a réunis, elle nous a aimés. » Le soir de l'enterrement, Ranger resta allongé près de la tombe jusqu'à minuit passé. Claire l'observait depuis la fenêtre, le cœur en vrac. Il ne pleurait pas, ne gémissait pas. Il veillait, et le lendemain, il se leva, plus droit encore, plus calme. Quelque chose en lui avait changé, comme s'il avait hérité d'une responsabilité. Ce fut le début d'un nouveau rythme. Nate poursuivit ses ateliers, souvent invité à parler dans d'autres villes. On venait parfois de très loin pour voir le garçon et le chien. Il ne faisait pas de numéros, pas de spectacle. Il racontait, il montrait. Et ce qu'il montrait touchait les gens, au plus profond. Un soir, après une conférence dans une école de Little Brook, une jeune fille en fauteuil roulant s'approcha. Elle tendit la main à Ranger qui s'assit doucement devant elle. Il leva la patte, l'y posa et la regarda droit dans les yeux. La petite éclata en sanglots. Sa mère expliqua plus tard que c'était la première fois depuis 2 ans qu'elle exprimait une émotion. Elle avait perdu son propre chien dans un incendie et depuis ne parlait plus. Jusqu'à ce moment.
Claire, en entendant cela, serra Nate contre elle. Taluna continue d'agir à travers lui. Et elle avait raison. Ranger n'était pas seulement un chien loyal. Il était devenu un symbole, un passeur de messages, un trait d'union entre les mondes. Il avait l'intelligence d'un animal dressé pour des missions secrètes, mais le cœur d'un chien de famille. Ce mélange rare, unique, que Luna avait forgé dans les ombres. Et dans la lumière, il brillait. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc avec Daniel, Nate posa une question simple. « Tu crois qu'elle savait, Luna, qu'un jour on raconterait tout ça ?» Daniel lui répondit après une longue pause. « Je crois qu'elle ne cherchait pas à ce qu'on la raconte. Elle voulait juste qu'on continue, qu'on aime, qu'on protège. » Nate baissa les yeux vers Ranger. « Alors on va le faire, pour elle. » L'année suivante, la famille Holloway décida de créer une fondation. Pas un organisme officiel, bureaucratique, mais un projet simple, humain. Un centre d'accueil pour les chiens abandonnés, traumatisés ou trop souvent jugés inadaptés. Ils l'appelèrent The Luna Shelter. Un nom évident. Une évidence pour ceux qui avaient connu la chienne qui avait tout changé. Daniel prit en charge la gestion du lieu. Claire, avec son regard doux et sa patience, s'occupait des soins et de l'accueil. Nat, lui, grandissait au cœur de cet univers. Il parlait aux chiens, comme il l'avait toujours fait, avec sa voix calme, sa façon unique de se mettre à leur niveau, de leur accorder du temps, du silence, de la présence. Et Ranger, fidèle parmi les fidèles, devint à son tour guide, tuteur, modèle. Il accueillait les nouveaux pensionnaires sans brusquerie. Il leur montrait comment faire confiance, comment se détendre, comment être un chien libre et aimé. Une fois, un chien agressif, resté plusieurs jours prostré dans son coin, bondit sur un bénévole par réflexe. Ranger s'interposa, d'un simple regard, sans aboiement, sans violence. Il se plaça entre les deux, calme et stable, et resta là jusqu'à ce que le nouveau venu recule puis vienne s'asseoir tremblant à ses côtés. Le bénévole raconta plus tard qu'il n'avait jamais vu ça. C'est comme s'il comprenait ce que l'autre avait traversé. Et c'était vrai. Ranger portait l'histoire de Luna. Il était le fruit de son combat, de sa fuite, de son amour. Il avait été conçu pour l'obéissance, mais avait choisi la tendresse. Élevé pour la mission, il avait embrassé la liberté. Un jour de juin, alors que la chaleur commençait à recouvrir Fairview, Nate retrouva un vieux cahier dans le tiroir de sa chambre. Celui où il écrivait des souvenirs, des petits mots pour Luna, des dessins de chiens, des rêves d'enfants. Il ajouta une dernière page avec une écriture plus soignée que les premières. « Luna, tu es partie, mais tu n'as jamais quitté ma vie. Ranger est là, il me protège, il m'écoute, il me parle comme tu me parlais. Je ne te reverrai peut-être jamais, mais je te sens, dans chaque matin où il m'attend devant la porte, dans chaque soir où il s'endort à mes pieds. Tu es partout, et je t'aime, toujours. » Il ferma le carnet et le rangea dans une boîte qu'il glissa sous son lit. Puis il descendit, retrouvait Ranger assis sur le perron comme toujours. Il s'assit à côté de lui, regardant le soleil tomber sur les collines. Un silence doux, familier. Après un long moment, Nate murmura « Tu veux aller courir, mon grand ?» Ranger tourna la tête vers lui, puis se leva. Et ensemble, ils descendirent dans le champ, côte à côte. Un garçon et son chien. Un héritage vivant. Un amour que ni le temps, ni la peur, ni la disparition n'aura jamais pu briser. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires et jeux comme celle-ci, car les miracles existent. Et parfois, ils arrivent enveloppés d'une fourrure dorée. Que Dieu vous bénisse, vous, et tous ceux qui attendent encore leur miracle.